techniques, mais ce n'est pas grave. On est dans les temps. Il n'y a pas de souci. On attend juste que ce soit lancé sur Facebook. On s'est fait, c'est là, oui. Enfin, c'est sur marche? Facebook. Alors, au nom du club des dirigeants, je m'excuse à toutes les personnes qui nous suivent depuis Zoom et pour lesquelles on a pris quand même un petit quart d'heure de retard. Je m'excuse à toutes les personnes qui devaient nous suivre directement sur Facebook et qui sont en attente depuis un petit quart d'heure, des soucis techniques qui sortent de notre contrôle. On s'en excuse encore une fois. En tous les cas, je vous laisse entre les mains d'une personne incroyable, plein d'affection, plein d'amour, plein de partage aussi. C'est Hassan Rzougi va nous parler de l'intelligence émotionnelle, comment développer la vôtre. S'il vous plaît, aidez-nous à la développer, c'est Hassan. Barakallahu fik, merci infiniment pour cette introduction et tu es excusé. Nous savons que vous vous donnez tellement de mal, mais tu es plus qu'excusé, il n'y a aucun problème. Tu n'as même pas besoin de présenter tes excuses. Alors, je vais laisser la parole à Madame Souaïd apparemment et puis après voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, moi, je lance Sil Alaoui, c'est visible sur Facebook. J'ai du mal encore à voir. Sil Alaoui. Oui, je suis là. J'ai du mal encore à voir sur Facebook. C'est bon, Madame Souad, c'est bon, sinon c'est opérationnel. C'est déjà sur Facebook. Opérationnel, d'accord, très bien. Alors, en même temps, je vais te rendre la main, te donner hôte de l'événement. D'accord. Très bien, donc il est déjà 16h17, je pense qu'on peut commencer. Alors, donc, je voulais dire que, pour introduire, que pendant longtemps, on avait pensé que l'intelligence, elle était surtout cérébrale, que c'était le cerveau qui était à la base de l'intelligence. C'est pour cela qu'on parlait beaucoup de quotient intellectuel et qu'on disait que plus la personne elle avait un quotient intellectuel élevé, plus elle était intelligente. Or, il s'avère que les gens qui avaient des quotients intellectuels élevés ne réussissaient pas forcément dans la vie, que d'autres qui avaient un quotient intellectuel assez moyen réussissaient. Et donc, on s'est posé la question, on a compris qu'il y avait une autre forme d'intelligence, mais justement, c'est l'intelligence émotionnelle dont se propose de nous parler Sil Hassan Rzougi ce soir. N'est-ce pas, Sil Hassan? Alors, Sil Hassan, rapidement, vous êtes, tabarakallah, un conférencier international. Vous êtes coach certifié, membre de l'EMCC, et vous êtes auteur d'une méthode très, très intéressante qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même ». Donc aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont présentes là, aujourd'hui, pour assister à ta conférence, c'est des personnes qui veulent avoir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup aux participants qui nous suivent régulièrement pour les webinaires du Club des dirigeants. Merci aussi bien pour les participants de Zoom que de Facebook, bien entendu. Et donc, pour les questions, on les fera, vous les poserez comme d'habitude. Et puis, à la fin, on prendra les questions. N'est-ce pas, si ça vous arrange? Je suis comme de l'eau, je m'adapte. Alors, très je bien. voulais... Barakallahu fik, Madame Souaïd. Donc, alors, je vous donne la main. Je voulais juste te dire, puisqu'on a avec les soucis techniques, nous n'avons pas eu le temps de poser un petit cadre. J'ai combien de temps, Madame Souaïd, pour cette conférence? Normalement, c'est prévu pour combien de temps? C'est prévu, votre intervention, normalement, nous avons 2 heures moins quart. D'accord, très bien, formidable. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, alors, permettez-moi de poser le cadre un petit peu, histoire de vous dire comment ça va se passer et que cette webconférence se passe avec beaucoup de sérénité. Je vais parler d'un peu de théorie. Je sais qu'on en a assez de théorie et de cadre, un tout petit peu parce qu'il en faut. Et ensuite, dans un deuxième temps, je répondrai à vos questions s'il y en a. Je me permettrai de répondre aux questions qui se rentrent dans mes champs de compétences. Celles que je ne connais pas, je me permettrai de dire que je ne sais pas, parce que je ne vais pas me poser ici en grand spécialiste. Je suis spécialiste de beaucoup de choses. Il y a d'autres choses que je ne maîtrise absolument pas. Ça, c'est pour la chose. Maintenant, permettez-moi, juste pour détendre un peu l'atmosphère, il y a des personnes qui ont eu du mal à se connecter. Il y a les organisateurs qui se sont donné du mal pour se connecter. Et là, maintenant, on va commencer. Je vais vous demander d'attacher vos ceintures, de vous relaxer, vous détendre. Je vais vous raconter une petite histoire, justement, pour vous dire, comme l'a dit Madame Souaïd, quelle est la raison pour laquelle je ne suis pas obsédé. Mais la question de devenir la meilleure version de moi-même,
ou d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes est devenue une question essentielle, la clé de voûte et le centre de gravité de mon existence. Alors j'étais petit, il y a mon père qui était, mon grand-père, pardonnez-moi, Hikawatin, donc conteur d'histoire, et qui est mort dans l'anonymat, Sahara al-Maghribiya. Et j'ai eu la chance et la malchance d'assister à un moment où il était fatigué, il allait bientôt rendre l'âme, donc il était alité. Et je voyais que dans son regard, il y avait une sorte de tristesse. Vous savez, quand nous sommes enfants, nous avons cette capacité d'être empathique et de ressentir les émotions des gens. On la perd avec le temps un petit peu, parce qu'on est occupé, préoccupé. Et je voyais mon père, mon grand-père triste, et il m'a dit, Ouldi, viens me voir. Alors, je ne vais pas traduire exactement les mots, parce que tout ce que j'ai reçu de ces paroles, c'était émotionnel. Et d'ailleurs, je vous encourage, dirigeants, managers, collaborateurs, parfois à ne pas écouter les mots, mais à écouter les émotions qui accompagnent les mots. Et parfois, on peut mieux comprendre. Comme des enfants, un japonais et un français qui peuvent jouer ensemble alors qu'ils ne parlent pas de la même langue. Donc, revenons à l'histoire essentielle, avec mon grand-père qui va rendre l'âme, et il me dit, j'étais en train de penser à ma vie. Il était en train de faire le bilan de sa vie. Et je suis en train de regretter quelque chose. Et moi, je l'écoute, je ne sais pas quoi dire, je suis petit, j'ai 6 ans. Et il me dit, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui serait passé dans ma vie si j'avais fait de mon mieux chaque jour que Sidi Rabbi m'a donné. Si je ne m'étais pas reposé sur mes lauriers et sur mes acquis. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait de mon mieux tous les jours? Et là, il dit, ma vie et celle de ton père auraient été meilleures. Et par conséquent, la tienne aussi. Il m'a dit, Ouldi Ismaïlia, je vais partir. Je n'ai rien à te laisser, si ce n'est quelques palmiers, que nous avons d'ailleurs toujours. Il m'a dit, mais je vais te laisser quelque chose que tu vas tatouer dans ta tête. Apprends à lire, apprends à écrire, apprends à parler, apprends à penser. Et voici la chose la plus importante qu'il me dit. N'accepte pas qu'un jour passe sans que tu donnes le meilleur de toi-même. Et fais en sorte qu'aujourd'hui soit meilleur que la veille et que le lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui pour que les enfants et les enfants de tes enfants aient une meilleure vie que celle que je t'ai donnée. Voilà ce que m'a transmis mon grand-père, que je vous transmets à mon tour. Allah yarhamou, qui s'appelait Adjli. Cette question, depuis l'âge de 6 ans, elle n'a pas cessé d'être dans ma tête. Et je me suis toujours dit comment faire pour être une meilleure personne. Bien sûr, pour rejoindre la pensée de Souad, qu'il fallait que je me développe intellectuellement. Mais à un moment donné, j'étais limité. Et j'ai compris qu'il fallait aussi se développer émotionnellement. Il y a le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. D'accord ? Et je vais partager avec vous une étude d'Harvard, d'ailleurs, qui a été faite sur 60 ans. Et ils ont observé les élèves qui avaient obtenu les meilleurs résultats, mais aussi les autres élèves. Et ils ont observé leur carrière, leur vie sur un cheminement de 60 ans. J'adore ces études-là. Regardez, on observe la vie des gens pendant 60 ans. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient obtenu les meilleures notes, c'est-à-dire qui avaient un quotient intellectuel, une intelligence rationnelle plus élevée, n'avaient pas plus réussi que certaines personnes. Et de plus, elles n'avaient pas obtenu une satisfaction professionnellement sur le plan relationnel et sur le plan personnel. Et ils sont arrivés avec le diagnostic qui est le suivant que je vais partager avec vous, que le quotient émotionnel est aussi important que le quotient intellectuel. Et je vais même vous dire quelque chose de très personnel, puisque j'ai fait des grandes études d'art dramatique, c'est-à-dire de l'émotion. D'ailleurs, Harvard a dit qu'un des facteurs pour développer son intelligence émotionnelle, c'est de faire du théâtre. Je suis parallèlement à ma carrière de coach et conférencier international et auteur, acteur professionnel. Et que le théâtre nous apprend à ressentir les choses. Donc,
je peux vous dire que une personne qui a un quotient émotionnel élevé pourrait, dans certaines circonstances, mieux s'en sortir qu'une personne qui a un quotient intellectuel plus élevé que la personne qui a un quotient émotionnel. Et je peux vous citer des exemples, j'attends les questions-réponses factuelles pour prouver l'authenticité de ce que je suis en train de partager avec vous. Donc ça, c'est pour une chose. J'ai envie de dire aussi que nous avons divorcé avec nos émotions. Nous avons des siècles de divorce avec les émotions. Nous n'aimons pas ressentir certaines émotions, alors que les émotions sont nos meilleurs amis. Je vais partager avec vous une citation d'un lord anglais qui dit « How can I feel happy if I don't sometimes feel sadness? And how can I feel alive if I don't think sometimes about death? » Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je vais le traduire en arabe. Il dit كيفاش غادي نكون فرحان إلا بعد خطرات ما كنتش كاعي وكيفاش ما نحسش براسي عايش غنحس براسي عايش إلا ما كنتش كنفكر في الموت. Ça, je dédicace ça à mon grand-père. Donc, vous voyez bien que par contraste, là, comme ça, on ressent la valeur des choses. On ressent la valeur des choses. Et j'en reviens à la chose essentielle que je voulais partager. On a du mal avec les émotions, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est une émotion. On a peur de montrer nos émotions. Et surtout dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on est un dirigeant, il faut rester dans l'image de la femme forte, de l'homme fort. Pareil pour les managers, pareil pour certains collaborateurs, si bien que l'entreprise est l'endroit dans lequel on a un peu banni. Ça revient un petit peu à la mode, parce qu'on a démocratisé l'intelligence émotionnelle avec Daniel Goleman et tout cela, ça revient. Mais on a quand même du retard à rattraper. On a beaucoup de retard à rattraper, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle je vais revenir aux fondamentaux. Absolument. Jolie citation. Without darkness, we cannot see moonlight. Absolument. C'est revenir à quelque chose de fondamental, non pas pour prendre un ton professoral, mais pour dire qu'est-ce que c'est d'abord, avant de parler d'intelligence émotionnelle, mais de dire déjà, mais qu'est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est? Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience psychophysiologique, c'est quelque chose qu'on va expérimenter physiquement, d'accord? Et qui a été causé par quelque chose de biochimique, c'est-à-dire d'interne, ou d'environnemental, c'est-à-dire par quelque chose d'externe. D'accord? Une chose qu'il faut savoir par rapport à l'émotion, c'est que c'est tout le temps d'une courte durée. Ça ne dure jamais longtemps. C'est la raison pour laquelle le nerf de la guerre de l'intelligence émotionnelle, et j'y reviendrai dans un deuxième temps, c'est de ne jamais réagir à chaud. Jamais. Et surtout, dans cette période, je n'ai pas fait l'inventaire de la période parce que nous allons vous parler lors d'un précédent webinaire avec le club des dirigeants. Je vous invite à regarder le précédent dans lequel je parlais de résilience. Je parlais de deuil. Je parlais d'acceptation. Parce que cela aussi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. OK? Il faut savoir que nous sommes, je le récapitule, nous sommes en deuil en ce moment. Nous sommes dans un deuil individuel, un deuil collectif et un deuil d'anticipation. Je l'explique en 2 secondes. Nous avons perdu des proches, nous avons perdu des collaborateurs, nous avons perdu une façon de travailler, une philosophie d'être et de penser. Nous ne voyons pas nos familles. Le monde ne sera plus jamais comme avant après cet incident. Et je tiens à dire encore une fois, nous avons vécu un traumatisme. Mais évidemment que c'est juste le premier effet qui se coule. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux maintenant pour que ça se passe mieux demain. C'est tout ce qu'on peut faire. J'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Est-ce que quelqu'un suivait avant que je fasse cette digression? Je vais voir s'il y a des gens qui écoutent. Qu'est-ce que je dis? Relevez le challenge. Écrivez. Ok, c'est pas grave. Je vais continuer sur le fil de ma pensée. Donc, je parlais de l'émotion. On a une réponse de Nabila qui dit « Vous définissiez l'émotion ». Absolument. Absolument. Donc, l'émotion, je disais que la première des choses, j'ai fini avec cela. Je disais qu'il ne faut jamais réagir à chaud avec l'émotion. Jamais. Jamais, jamais. J'espère que j'aurai l'occasion de répondre si la question se pose dans un deuxième temps. Donc, il y a cette chose-là. L'émotion, elle est toujours de brève durée.
L'émotion est un facteur qui vient nous délivrer un message et une incitation à l'action. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Il y a 4 façons de dealer avec l'émotion. La première, c'est le déni. Il y en a qui sont de le déni. Donc, je vous invite à regarder encore une fois la conférence dernière. Le déni, c'est-à-dire je ne ressens rien. Je suis très fort. Il ne se passe rien. Il y a l'évitement. Je vais l'éviter. D'accord? Je vais ressentir quelque chose, mais je vais l'éviter. La troisième, c'est l'exagération. On connaît tous les déclinologues. Hein? Ils se plaignent tout le temps. D'exagération de je ressens un petit truc. Et la quatrième qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? C'est l'art de raisonner avec ses émotions. C'est je ressens quelque chose qui peut être désagréable, mais je vais raisonner avec. Je ne vais pas laisser mon émotion dominer. Hein, il y a d'ailleurs un hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère ». Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et en ce moment, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a du stress, il y a des personnes qui travaillent beaucoup, d'autres qui aimeraient travailler, mais qui ne peuvent pas. D'autres qui ont amoindri, pardonnez-moi, leur tâche de travail. D'autres qui dépriment parce qu'elles ne travaillent plus dans le lieu du travail. Elles travaillent hors site. Il y en a qui dépriment parce qu'elles sont dans le site. Elles ont peur d'attraper, de contracter la maladie. Il se passe certaines choses émotionnelles. C'est un moment très émotionnel. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on raisonne avec. Il va nous falloir, dirigeants, managers, collaborateurs, vraiment prendre ça en considération. Et j'invite tout le monde à vraiment développer l'empathie. Et développer l'empathie, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande d'écouter émotionnellement et intellectuellement l'autre. C'est sortir de sa carte du monde et voir ce qui se passe en face. Voir ce qui se passe en face. Voilà pour ce qui est de la définition de l'émotion. Voilà pour ce qui est de l'intelligence émotionnelle. Vu le temps qui m'est, je vais dire, proposé, je suis obligé de me résumer et je compte sur les questions-réponses tout à l'heure, Inch'Allah. Il y a quelque chose qui m'a semblé très, très important, au-delà de tout, et c'est ma spécialité. C'est-à-dire, j'ai parlé la dernière fois qu'il était presque inutile, et j'assume ce que je dis, de faire un coaching d'objectifs aujourd'hui quand on est dans le brouillard. À quoi ça sert de regarder sur le long terme quand il faut régler le très court terme? Il faut qu'on règle des problèmes tout de suite et maintenant. Et ce problème, c'est un problème que j'appelle de réactivité. La majorité des collaborateurs, des dirigeants que j'ai rencontrés, je suis en première ligne, français, anglais, marocains, des managers résident dans le fait qu'ils sont en stress et en mécommunication. Ce qu'on appelle mécommunication en analyse transactionnelle, c'est-à-dire ils sont en stress. Ça veut dire que quand on est en stress, on n'a pas toutes nos capacités physiques, émotionnelles, mentales pour faire passer à l'action et obtenir des résultats et augmenter les performances et la productivité. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça passe déjà, et c'est ce que je défends depuis tout le temps, le bien-être. Et c'est ce que je propose aux entreprises, aux individuels, c'est de greffer du bien-être dans le travail, dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que les grandes études l'attestent aujourd'hui. Un collaborateur qui est bien dans sa peau, un manager qui est bien dans sa peau, un dirigeant qui est bien dans sa peau est quelqu'un qui va être très performant et qui va par conséquent apporter du chiffre d'affaires. كما كيقولوا في الجزائر الفاهم فهم وحاشاكم الحمار بات يخمم. C'est comme ça. Ça se passe comme ça mondialement. On ne va pas réinventer le parapluie ni la voiture maintenant. Donc, cette chose qui est en réactivité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est dans un comportement, le mot est un petit peu sévère, d'échec. C'est-à-dire que c'est une pyramide qui va vers le bas. Il y a la réactivité et il y a la proactivité. Quand je suis proactif, je vais vers le haut. Quand je suis réactif, je vais vers le bas. Et j'entraîne tout le monde avec moi dans le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas à l'écoute de mes besoins les plus fondamentaux. Et les pétages de plomb auxquels on peut assister dans les entreprises aujourd'hui sont souvent le résultat d'un besoin qui n'a pas été assouvi
et qui se manifestent de façon non écologique. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples? C'est-à-dire que je ne suis pas à l'écoute moi-même de mes propres besoins, mes collaborateurs ne sont pas à l'écoute de mes propres besoins, comme on dit, je ne dis rien, je n'en parle pas, jusqu'au moment où je vais péter un câble, ça veut dire burn-out, ou alors je vais péter un câble devant tout le monde et que je vais regretter par la suite, évidemment. Parce que je n'ai pas été intègre avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ce que je dis. Ça veut dire que je ne suis pas à l'écoute de moi-même. Alors, je vais vous proposer juste quelque chose, juste pour qu'on fasse une petite pause d'une minute. Allah yakhalikum, tout le monde là maintenant. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Et juste écoutons notre corps pour dire comment on va. Qu'est-ce qu'on ressent émotionnellement? 30 secondes. D'abord, je vais vous poser juste cette question. Posez-vous cette question. Comment je me sens? Comment je me sens? Écoutez vraiment votre corps. Parce que ça, c'est la première étape de l'intelligence émotionnelle. Écoutez son corps. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Je vous invite tous les matins, avant de dire sabah al-khair à tout le monde, aux voisins, à la famille, aux enfants, aux collaborateurs, de vous dire déjà sabah al-khair en disant l'Hassan par exemple, comment tu vas? Comme on dit, parce que là, c'est le début de l'intelligence émotionnelle. Et quand on sent une émotion, l'émotion, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on modifie. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on change dans notre comportement. J'en appelle à la responsabilité de tout le monde qui est en train d'écouter là maintenant. Je ne vais pas blâmer les dirigeants parce que ils ont peur pour l'entreprise. Je ne vais pas blâmer les collaborateurs parce que ils ont peur pour leur famille. Ils ont peur pour leur avenir. Ils ont peur pour le sens dans le travail. Je ne vais pas blâmer le manager parce qu'ils sont entre le dirigeant et le collaborateur. Donc, qu'est-ce que je vais demander à chaque participant ici? C'est une responsabilité individuelle. Comme le dit Roosevelt, avant de demander ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi, tu peux faire pour le pays. C'est pareil pour l'entreprise. Avant qu'on se demande ce que l'entreprise peut faire pour moi, ou la doula, il faut qu'on prenne, nous, chaque Marocain ici, dirigeants, collaborateurs, managers, peu importe, notre responsabilité individuelle pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan individuel. Et je vais vous donner des astuces. Voici mes astuces selon mon histoire et ma géographie. Vérifiez l'authenticité de ce qu'on vous dit. Je ne suis qu'un passeur de messages. Je vais parler ici de la pyramide de Maslow. Il y a plein de dirigeants qui me disent « mais je l'ai faite quand j'étais à l'ESSEC. J'ai fait la pyramide de Maslow quand j'étais dans telle école et telle école. Je sais ce que c'est. » Ça va paraître un petit peu arrogant, mais la plupart des personnes, et Dieu sait que j'ai travaillé avec des personnes dans le monde entier, ne savent pas ce que c'est la pyramide de Maslow. Ils la connaissent en théorie. Là, je ne parle pas de savoir, je parle de savoir-être. Parce que là, on ne va pas parler de savoir-faire, là, c'est de l'intelligence rationnelle. On va parler de savoir-être. Là, on va être dans l'être. D'accord? Le premier étage de la pyramide de Maslow, chers amis collaborateurs, dirigeants, managers, nous sommes tous égaux. C'est que il y a dans le premier étage, respirer. Avant de parler de l'intelligence émotionnelle, parlons déjà du rapport qu'on a avec nous-mêmes. Est-ce que vous respirez bien, chers amis? Parce que je connais plein de dirigeants, de collaborateurs, de managers, parce que quand je dis les entreprises, ils sont en apnée. Ils sont en apnée. Ils tendent le corps. Le potentiel, il n'est pas optimal. L'alimentation, est-ce que vous mangez bien? On ne fait pas décoller une fusée avec un McDonald's, évidemment. C'est bien de temps en temps, je ne vais pas vous blâmer. L'alimentation,
Le sommeil. Je connais plein de dirigeants, de managers, de collaborateurs. Quel est le rapport avec votre sommeil? Là, on est aux besoins physiologiques. Il y a la pyramide de Maslow. Nous sommes juste au premier étage. Respirer, manger, dormir et surtout détendre le corps. Détendre le corps. Là, déjà, on va... Pourquoi je dis ça? Parce que pour faire de l'intelligence émotionnelle, Madame Souad, il faut qu'on soit à l'écoute de notre corps, n'est-ce pas? Il a ما كناش كنسمعوا ليه كيفاش غادي نحسوا بشي حاجه ما غنحسوا بوالو. On sent rien, on n'est pas connecté, on est en pilotage automatique, on est dans la tête, on pense qu'on doit faire, jusqu'au moment où l'univers il nous répond, parce que Sidi Rabbi, il n'a qu'une seule loi. Il a masmatish rask, et à un moment donné, tu vas récolter les fruits de ta politique. Les collaborateurs vont partir, le dirigeant va déprimer, le manager ne sait plus quoi faire. Donc nous, ce qu'on va faire là maintenant, c'est rééquilibrer les choses. On va rééquilibrer un petit peu les choses aujourd'hui. Et après, si vous voulez, on pourra faire du coaching d'objectifs, de chiffre d'affaires et de vente. Hein? Donc tout ça pour dire, voilà, est-ce que je vous invite à méditer? Je vous invite à bien manger. Je vous invite à faire des exercices de respiration. Il y a une application, contactez-moi, je vous l'enverrai. Ou là, je la marquerai tout à l'heure ici. Il y a une application avec laquelle on peut méditer, respirer pour 500 dirhams l'année. Même pas de semaine, 500 dirhams l'année. On fait des exercices de respiration, de méditation. Vous savez combien de temps par jour? 10 minutes. 10 minutes par jour. Et l'esprit, le corps, la connexion se sentent mieux. Ils veulent juste faire. Mais pour mieux faire, il faut mieux être. La deuxième, c'est les besoins de sécurité. Et être dans un environnement sans crise. L'entreprise est devenue l'endroit de la crise. Ce qu'on a oublié, c'est que on passe plus de temps qu'on ne passe avec notre propre conjoint, nos enfants. C'est la cour de Louis XIV, chacun s'envoie des piques, on ne donne pas l'information, quelqu'un vient, on est jaloux. Ça, c'est devenu l'Empire romain. Lui n'a pas travaillé, l'entreprise doit être un endroit dans lequel on évolue. Voilà notre tradition. C'est une tradition de travail, de compassion, d'empathie. L'entreprise, les gens maintenant, ils ont peur d'y aller. Les dirigeants ont peur d'aller dans leur propre entreprise parfois. Ça veut dire que nous avons un problème. Donc, il faut redonner du sens au bien-être de l'entreprise. Ça passe par quoi? Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Écoutez-moi bien, chers amis dirigeants et managers. Et vous pouvez aussi, chef d'équipe, et même les collaborateurs, écoutez-moi, proposez ça à tout le monde. Parce qu'il suffit qu'une personne, comme l'a dit Gandhi, si vous voulez que les choses changent autour de vous, vous représentez le changement. S'il y a une personne qui change, elle peut modifier tout le système. Une personne. Ce sont des séances de vidage de sac à dos. Toutes les 2 semaines, on prend une équipe avec son chef, ou tout le monde, si c'est une petite entreprise, et on va commencer à dire, voilà, exprimez-vous, dites ce que vous avez dans le cœur. Pourquoi? Et surtout pas dites ce que vous avez dans le cœur, c'est de quoi avez-vous besoin pour mieux travailler? Pour quelle raison? Je viens de le dire, parce que un besoin qui n'est pas assouvi va se manifester et va saboter le travail. Il va saboter le travail, mais il va aussi saboter la relation et donc les résultats de l'entreprise. Il faut que l'entreprise devienne un lieu, bien sûr qu'il y a du stress. On ne va pas se mentir. Mais le stress, il est bon. Quand il nous met dans cette dynamique de travail, il est mauvais quand on n'a plus envie de travailler, quand on n'a plus envie de parler avec personne, quand on est assujetti à des émotions sans comprendre pourquoi, il n'y a plus de plaisir à travailler, on n'a plus envie de parler, on est en réactivité.
On est dans un comportement d'échec. On fait juste le minimum syndical. Ça, il n'y a plus de plaisir. Donc, des réunions tous les 15 jours dans lesquelles on fait des vidages de sac à dos, je préconise la communication non violente, CNV. Googlez ça. CNV, je le dis, je propose à tous les dirigeants, à tout manager, à tout DRH, toute personne qui veut ajouter dans l'entreprise du bien-être, je ne suis pas en train de faire de la pub, une conférence gratuite, un atelier gratuit pour que les choses se passent dans les conditions les meilleures, pour apporter mon humble expertise si on a eu. Gratuitement, un seul, pas deux, un seul. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'il faut vider son sac à dos. D'accord? On vide son sac à dos. Il y a une personne qui enseigne l'analyse transactionnelle. Comme je suis formé en analyse transactionnelle, je vais utiliser un de ces outils. Ce sont aussi les signes de reconnaissance, n'est-ce pas, mon cher Youssef Liakoubi? Les signes de reconnaissance. Il faut absolument les strokes, les signes de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, les strokes? Ça veut dire une caresse ou une gifle en anglais. C'est une caresse ou une gifle. Je peux gifler mon collaborateur ou je peux le caresser avec le même mot. Donc, donner des signes de reconnaissance dans l'entreprise pour qu'il y ait moins de crise. Et pas des signes de reconnaissance à tout va, liés avec le travail. D'accord? Collaborateurs, managers, dirigeants, c'est la même chose. On a tous besoin, on a manqué de lien social, je le disais. On a besoin qu'on nous dise retour sur notre travail. Même le dirigeant a besoin de ce que ses collaborateurs lui disent que sa vision est bonne, qu'on va dans la bonne, plutôt que de critiquer telle ou telle chose. On a tous besoin de ça. Et là, j'en reviens au besoin le troisième, c'est le besoin d'appartenance. Et le besoin d'appartenance, c'est la responsabilité des dirigeants et des managers, et non du collaborateur. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'il faut profiter de cette crise et du fait de ce besoin de créer du lien social pour revisiter les valeurs de l'entreprise, les transmettre aux managers, les transmettre aux responsables d'équipe, afin que l'information d'en haut soit transmise en bas et de façon horizontale. C'est l'occasion, je tiens à le dire, je suis coach, consultant, c'est l'occasion d'engager, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, des personnes pour consolider l'équipe, pour renforcer la cohésion d'équipe. Il y a des personnes, c'est leur spécialité. Je le disais la dernière fois, les plus grands sportifs sont conseillers. Les plus grands acteurs sont conseillers. El Malik, Allah Insro, a des conseillers. Les personnes qui ont de grandes responsabilités ont besoin d'être épaulées, ont besoin d'avoir un miroir devant eux. Je ne fais pas la promotion de ma personne, je fais la promotion du noble métier que je suis en train d'exercer. C'est un noble métier. Les coachs charlatans, ils ne durent pas dans le temps. Ceux que Sidi Rabbi atahum dak shif al-qalb dialhum, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont même pas choisi ce métier. Celles et ceux qui ont choisi ce métier parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, je suis sûr qu'ils ne vont pas durer dans le temps. C'est un don divin. D'accord? Et à la quatrième, c'est le besoin d'estime de soi, d'accord? De confiance en soi, donc, et d'estime des autres et d'avoir confiance aux autres. Ça aussi, ça passe par un accompagnement, mais ça passe aussi par le lien social. Ça passe aussi par le fait de créer un lien avec, à ne pas mêler avec le perso et le pro, absolument pas. Professionnellement, faire des choses très pro. S'estimer, travailler sur la confiance en soi. Là, ça passe aussi par les strokes. J'emprunte le mot à Youssef Liakoubi. Les signes de reconnaissance qu'on va se distribuer mutuellement. Les compliments. La reconnaissance du travail. Et enfin, le dernier étage pour finir, qui est l'accomplissement de soi. C'est-à-dire que le collaborateur, comme le manager, mais aussi le dirigeant, il faut qu'il donne un sens à cette entreprise. N'est-ce pas? Il faut que le collaborateur soit épanoui. Il faut qu'il ait des objectifs perso et qu'il n'ait pas la sensation
qu'on est en train de se servir de lui et qu'il est en train de servir une cause qui n'est pas la sienne. Je reprends, pour donner un exemple, l'exemple que j'ai cité lors du webinaire dernier. C'est, si vous regardez un petit peu le reportage sur les personnes qui ont creusé le tunnel sous la Manche, quand ils ont interviewé les gens, ils ont dit alors, vous êtes en train de creuser un tunnel entre la France et l'Angleterre. Il leur a dit non, nous sommes en train de changer l'histoire. C'était des ouvriers qui étaient en train de creuser, qui faisaient le travail le plus laborieux. Mais on leur avait transmis la valeur de ce travail. Vous êtes en train de changer l'humanité. Et voilà ce qu'ils vont raconter à leurs enfants. Vous savez, il y a ma femme qui est dans l'immobilier. Je m'amuse parfois à dire à mon fils, c'est maman qui a construit tel immeuble. Et du coup, mon fils, il pense que maman a construit tout Casa. Mais c'est déjà transmettre des valeurs. C'est déjà transmettre des valeurs. Elle a des valeurs elle-même parce que dans les valeurs de son entreprise, que je ne citerai pas, on lui a transmis qu'elle était en train de reconstruire le Maroc. Elle n'était pas en train de construire un appartement, un immeuble ou un hôtel. Non, elle reconstruisait, elle contribuait à la reconstruction ou à la construction du Maroc. Donc voilà cette chose pour sortir de la réactivité, c'est-à-dire, pour faire une conclusion, vraiment revisiter cette pyramide pour ne pas être en réactivité, ne pas être en mécommunication, ne pas être dans un état de stress. Et déjà, à partir de là, c'est ce qu'on fait, hein, c'est déjà de l'intelligence émotionnelle. Commencer à s'écouter, à écouter son émotion et à déceler le message que l'émotion nous donne. Puisque l'émotion, je le répète, est juste un facteur d'El Bosta, qui vient avec une petite lettre qui nous dit « tu dois changer quelque chose ». Et ce n'est pas les autres qui doivent changer, c'est nous. Tu dois changer quelque chose dans ta façon de penser, tu dois changer quelque chose dans ta façon de ressentir les choses, tu dois te comporter ou de travailler. Je crois qu'il y a des personnes qui disent qu'elles n'entendent pas. Voilà ce qu'il en est pour ma présentation de l'intelligence émotionnelle. Évidemment que je ne fais que caresser le sujet. Et je donne la parole à Madame Souad qui m'a écouté religieusement, merci du fond du cœur. Et puis nous passerons par la suite. Justement, merci beaucoup. Franchement, personnellement, j'ai été transportée, la vérité. Barakallahu fik. Laisse-moi le temps de redescendre un peu sur terre parce que j'ai travaillé en multinationale et ce que vous dites, vraiment, ça m'interpelle énormément. Énormément. Je travaille beaucoup avec les jeunes et ce que vous dites, toutes les problématiques d'entreprise, la mécommunication et le fait que justement les gens n'ont pas leur bien-être, un bien-être. Donc, quand ils n'ont pas leur bien-être, automatiquement, ça se répercute sur les autres, tout simple. Donc, il y a plein de questions. La bonne nouvelle, c'est que 18h, la conférence de 18h a été reportée. Donc, on aura la possibilité d'avoir un peu plus de temps. Alors, je ne sais plus par où commencer parce que j'ai plein de questions que j'ai reçues. Alors, une des questions, le problème, alors, le problème émane parfois, c'est Youssef, je crois, il émane parfois de blocages psychologiques dus à l'éducation reçue. Il faudra tout d'abord lubrifier les canaux cérébraux par la dédramatisation avant de leur apprendre à comprendre et gérer leurs émotions. C'est exactement, M. Yacoubi, ce que j'ai préconisé. C'est-à-dire qu'avant d'aller d'augmenter son intelligence émotionnelle, c'est déjà faire l'inventaire de ce que je peux appeler ces piliers, les piliers chancelants, pour les renforcer afin que le premier coup de vent ne nous envole pas, hein, ne nous fasse pas envoler ailleurs. Donc renforcer vraiment l'être et ensuite être à l'écoute de ses émotions. Je ne sais pas si M. Yacoubi, en tout cas, ce n'était pas une question, c'était plus un partage. Merci de partager cette pensée avec nous. Alors j'ai une autre question sur Merci. Facebook. L'entreprise est devenue un environnement de mensonges.
de problèmes, rien à voir avec le professionnel et le stress. Dommage que ça influence les résultats de la société, justement, dans le mauvais sens, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vais pas faire de généralisation, oui. Mais l'entreprise, c'est le reflet du système de la planète Terre. Hein? L'être humain est toujours fidèle à lui-même. Donc, je ne vais pas généraliser, faire des généralisations, des omissions, des distorsions en disant que le monde de l'entreprise, c'est ça. C'est une croyance que vous avez apparemment. Après, c'est à vous et à vous seul. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est responsable de la manière avec laquelle on voit la vie. Vraiment, je pense ça. Oui. Peu importe le décorum dans lequel on vit. Et là-dessus, je ne peux absolument pas intervenir. Je pourrais intervenir, évidemment, en séance et ramollir cette croyance et vous faire peut-être prendre conscience que le monde n'est pas si mauvais que ça et que l'entreprise n'est pas si mauvaise que ça. L'entreprise, c'est aussi un endroit qui nourrit des familles. Hein? L'entreprise, c'est aussi un endroit dans lequel on tue l'ennui parce qu'on a vu l'explosion de divorces parce que les conjoints sont restés à la maison. Ouais. N'est-ce pas? L'entreprise, c'est un endroit où on va se défouler, on va travailler sa créativité. C'est un endroit où on peut rencontrer de bons amis avec lesquels on va faire un chemin de vie. Donc, l'entreprise, c'est différentes choses pour différentes personnes. Vous voyez les choses comme ça. Je n'ai aucun jugement de valeur. Et merci en tout cas de partager cette vision avec nous. Et je compléterai peut-être en disant que le changement commence par soi-même. Comme vous l'avez très bien dit. Alors, Taha qui demande, c'est quoi la relation entre l'intelligence émotionnelle et la social intelligence? L'intelligence relationnelle, c'est deux choses différentes. Moi, je suis ici. L'intelligence relationnelle, hein, ou la social intelligence, je vais parler de l'intelligence émotionnelle. Si la semaine prochaine, on fait une conférence sur l'intelligence relationnelle, j'en parlerai avec plaisir. Mais j'ai tendance à ne pas me disperser et à rester dans les rails. Donc, je répondrai à cette question une autre fois, Inch'Allah. Très bien. Et donc, Yassim Haddad qui demande, est-ce que la sécurité émotionnelle fait partie de l'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qui est très intéressante, mais répondant à une autre question, en attendant, merci de me dire qu'est-ce que ça veut dire la sécurité émotionnelle pour vous? Très bien. Qu'est-ce que c'est la sécurité émotionnelle? Ça marche. Alors, donc je prends la question que je vois là. Des fois, c'est difficile de ne pas montrer ces déceptions à ses collaborateurs et cela affecte l'équipe. Déception reçue et causée par la hiérarchie. Donc, c'est assez particulier, mais je pense que c'est assez fréquent. C'est fréquent, il faut y répondre absolument, parce que c'est un problème que je rencontre tout le temps. Déjà, première des choses, en vérité, dans le monde de l'entreprise, on est souvent déçu. Pourquoi? Et surtout quand on est un collaborateur. Parce qu'il y a des ordres qui viennent de là-haut. Mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Si on veut faire tout ce qu'on veut, on n'a qu'à entreprendre soi-même. Mais je peux vous dire par expérience que quand on entreprend, on devient l'ouvrier des autres. En vérité, il n'y a pas de dirigeant. Parce que le dirigeant est victime lui-même de certains collaborateurs qui lui font aussi vivre le quotidien de façon amère. Donc, si on écoute toutes les versions, on se rendra compte que tout le monde a ses souffrances. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait organiser des réunions pour exprimer les besoins de chacun. Ça a l'air, pardonnez-moi l'expression cucu, mais je vous promets que en utilisant le vidage de sac à dos et la CNV, la communication non violente, vous allez vous épargner peut-être la première intervention avec le coach ou avec un consultant. Si vous faites ça régulièrement, vous allez changer l'ordre des choses. Vous saurez comment me trouver pour me dire que ce n'est pas le cas dans le cas inverse. Mais je vous promets, il y a des gens qui ont étudié le comportement humain, l'âme humaine, l'émotion humaine pendant des siècles, et là je dirais des décennies. Ils sont venus avec des méthodes
efficace. Il y a des personnes qui disent que le patron طلع لي الدم le collaborateur ما بغاش يخدم او كيجي مع الساعه ديالو فلان فلاني. Moi je vous dis juste quelque chose, il y a des choses simples qui ont réconcilié des pays en guerre. Là on parle de diplomatie. On prend les collaborateurs une fois tous les 15 jours. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que la communication non violente? Ça a 4 choses. Très bien, excellente question. On veut bien comprendre la communication non violente. Voilà, je vous donne un exemple. Un exemple, moi je fais ça par exemple avec ma femme une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Quand on un dimanche, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais modifier? Déjà, regardez, rien que ça. Regardez l'état d'esprit. Je ne veux pas dire qu'un an, rien que d'arriver. Tu l'es. Rien que, mais de dire à ses enfants, toutes les 2 à 3 semaines, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement que je pourrais modifier qui permettrait à la vie de famille d'être plus heureuse, plus équilibrée? Et je fais ça parce que je sais manager ma maison, mais aussi je le fais dans mon entreprise. Je ne parle pas de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit plus épanoui? Le travail, il faut qu'on achète de l'encre. Juste des trucs comme ça. Ou alors, j'aimerais bien qu'il y ait des signes de reconnaissance. J'aimerais bien qu'une fois par mois, on boive un petit café à l'extérieur. Juste, chacun s'exprime. On ne va pas forcément réaliser les désirs et les besoins de chacun, mais on va juste vous savez, la raison pour laquelle il y a des divorces dans les couples, mais aussi dans l'entreprise il y a des divorces, c'est parce qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Si on s'écoutait un petit peu plus, ça irait mieux. La communication non violente, je prends l'exemple. Ma femme n'aime pas que je pose mes chaussures devant la porte quand je rentre. Au lieu de تفرقع عليا وغتقتلني والسباط ديما هذاك وهذاك عادي مع السباط وانا فعلت وانا درت وباغي نطلق. Tu vois, parce qu'elle a accumulé pendant très longtemps. Ça, je vous donne un exemple. Elle a accumulé pendant très longtemps. Donc, elle explose. Elle connaît la communication non violente. Elle va attendre. Parce que si elle réagit, elle sait comment ça se passe. Donc, elle va se dire, je vais attendre demain. Demain, s'il te plaît, voilà ce que j'observe. Regardez bien le processus. J'observe qu'à chaque fois que tu rentres à la maison, Sidi Hassan, tu laisses tout en sbat ديالك قدام الباب. شحال هادي وانا كنقول لك راه j'aimerais que tu le fasses tranquillement قبل ما نتفرقع. J'aimerais ça. Je ressens de la colère quand tu le fais. Donc j'observe. Voilà ce que j'observe. Je ressens de la colère quand tu le fais. كنحس بقلق ماشي انت يا خايب وما مربيش وما هادي وانت ما كتفعلش وكتركش وهذا وهادي من هذا وانت ماشي هادي ولا non. Je ressens de la colère quand tu le fais. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de critiquer la personne, je critique le comportement de la personne. Et on a souvent tendance, chers amis dirigeants et managers, nous avons tendance à critiquer l'identité de la personne quand on doit critiquer que son comportement. Quand on critique l'identité de la personne, on se tire une balle dans le genou. La troisième étape, j'ai besoin que tu ranges ce pas dielk fil merio. C'est un besoin pour elle. Et la dernière, c'est la demande. Je te demande, de prendre les chaussures dielk et de les ranger à partir d'aujourd'hui, de ne plus reproduire la même chose. Vous savez, quand j'entends ça, je me vois moi en train de... C'est-à-dire que ma femme ne m'a pas blâmé, mais quand je dis tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, et elle m'a juste pointé quelque chose, et je réalise à quel point je n'ai pas été à l'écoute de son besoin, et que dorénavant, il va falloir que je le fasse parce que je n'ai pas envie que ma femme soit malheureuse.
Donc, on est dans un autre registre. On est dans un registre de, c'est pas parce que tu as fait ça que tu es mauvais. Si tu fais ça, ben moi, ça me fait ça et j'aimerais qu'en fait, on fasse ça. Et attention, je ne parle pas tout seul. C'est-à-dire que c'est valable pour l'autre. L'autre peut parler de ça, mais en utilisant le même processus. Quel est le processus? Je le dis une dernière fois. Voilà ce que je pense, ce que j'observe. C'est la même chose. Voilà ce que je ressens. Voici mon besoin. Et voici ma demande. 4 étapes. Absolument, Faiza. Évitez le tu qui tue. Hein, le tu, les klaxons. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu. Agressé. Vous savez, je vais dans les entreprises, malheureusement. Je vais dans les entreprises et il a fait ci, il a fait ça. Voilà, le travail, ce n'est pas l'identité. Je le répète encore une fois, c'est une confusion des niveaux logiques. Le travail, ce n'est pas j'ai une nounou à la maison. Hier, Wallah al-Adim, en plus, ça tombe à pic. J'ai une nounou à la maison, elle a fait quelque chose. Je ne l'ai pas mal pris. Je lui ai dit dorénavant, tu ne fais pas telle chose de telle manière. Ou chakat. J'ai rien dit. Khalita, aujourd'hui, elle est venue ce matin. Je lui ai dit, tu sais, quand je te donne une directive, c'est pas ta personne que je vise. Je sais que tu es quelqu'un de bien parce qu'avant de t'engager, je me suis bien renseigné sur toi. Et je sais que tu es compétente. Ce n'est pas tes compétences que je remets en question, mais c'est telle chose qui ne correspond pas à moi ce que je veux. Et ça n'a absolument rien à voir avec toi. Et tout de suite, elle s'est détendue. Et tout de suite, elle m'a demandé des choses qu'elle n'a jamais demandé auparavant. Est-ce que tu veux que je fasse ci? Est-ce que tu vas... Elle a visé et tout le monde est content. J'écoute. Merci beaucoup pour le tuyau. Ça va servir à plusieurs personnes, le tuyau-là des chaussures. Il y en a plein qui en ont besoin. Merci. Alors, il y a Faiza Gnoud qui veut prendre, qui a levé la main. Oui. Faiza, vous voulez poser une question? Allez-y. Faiza? La Faiza, je crois que elle a... ouais. Faiza, je crois que son micro est pas... non, je l'ai activé. C'est votre micro. Il faut juste activer le vôtre, à votre niveau. Je vous ai donné la main. Vous pouvez activer juste votre micro. Oui, Faiza? Vous pouvez écrire, sinon. Ouais. Normalement, il nous entend, donc c'est pas grave. Bon, on pourrait passer à une autre question. J'ai une question, justement, je pense que vous en avez pas, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer depuis le début. Une question, comment peut-on améliorer ou augmenter notre intelligence émotionnelle et intellectuelle? C'est ce que, au risque de se répéter, c'est ce que tu es en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Silhsen. Je suis en train d'expliquer, je vais donner une petite rapide, une petite synthèse. Bah déjà, ça commence par écouter ses besoins. C'est la première des choses pour moi. Mais aussi écouter les besoins des autres et après écouter ses émotions. Et une chose importante, ne pas réagir à chaud. Laisser la raison revenir. Ouais. Vraiment, quand il y a quelqu'un qui a écrit une question, j'y réponds tout de suite. Comment faire pour ne pas réagir à chaud? Bah, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous différencie des animaux quand même. Nous sommes des êtres humains. On va faire un tour. Je ne sais pas, se met un Coran, faire du sport. Il y a un tas de choses à faire. Hein? Moi, quand je suis en colère, pour donner un exemple, parce que je n'ai pas le droit de donner conseil, je suis coach. Excellent. Excellent. Alors, une autre question de Hanan, c'est d'adapter toujours ses émotions pour se protéger contre la tristesse, l'isolement, pour ne pas faire face aux problèmes. Pour elle, l'intelligence émotionnelle, c'est ça. Elle dit, est-ce que justement, c'est s'adapter pour se protéger contre la tristesse, l'isolement et pour ne pas faire face aux problèmes? C'est une définition. Moi, je ne suis pas là pour remettre en question la définition des personnes. Absolument pas. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est autre chose, mais vive la différence. Voilà. Alors, j'ai Firdaus qui a levé la main.
Oui. Alors. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie pour cette conférence. Oui. Je voulais seulement poser une question. Le problème se pose lorsque, soit qu'on est en entreprise ou bien en famille ou bien dans une relation, et qu'il y a une personne qui essaye de savoir ses propres besoins et savoir les besoins des autres pour vivre en paix, pour améliorer ses performances et tout ça. Mais les autres personnes n'ont aucune idée sur l'intelligence émotionnelle et ils ne font aucun essai pour améliorer la communication ou bien quelque chose comme ça. Bah, déjà, cette situation. Oui, Firdaus, je veux savoir les autres, c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Parce que chaque contexte a une réponse appropriée. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qui les autres? Et juste par si souci de c'était précision. pour la situation de la famille. Dans Après, la famille? je voulais savoir les deux, l'entreprise et la famille. D'accord. Bon, la famille, c'est du management aussi. Je vais commencer par l'entreprise. L'entreprise, c'est la responsabilité déjà, pas que du dirigeant, mais aussi des collaborateurs, d'insuffler cette politique où chacun exprime ses besoins et vide son sac à dos. C'est une urgence. D'ailleurs, vous savez, beaucoup de dirigeants, de managers résistent, mais ils n'auront pas le choix. Parce que le monde change et les gens ont leurs exigences. On n'a plus le choix maintenant. Ça s'impose à nous. On n'a plus le choix. Il faut instaurer cette politique où chacun exprime son besoin. C'est fini l'époque où le dirigeant était le leader qui tape une gueulante sur la collaborateur et qui lui dit et qui le menace de se faire virer. C'est fini tout ça. Maintenant, il y a des dirigeants qui supplient le collaborateur pour qu'il reste. Oui. Donc, il y a, avec le temps, peut-être que le Maroc, il a besoin d'un peu plus de temps, mais on en arrive là. Et je l'ai vu, moi aussi, j'avais des collaborateurs au Maroc qui me disaient, si tu n'es pas content, je pars aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas cette culture d'améliorer son intelligence émotionnelle. Il faut que ça vienne, vous savez, du modèle d'autorité. Le modèle d'autorité, c'est le dirigeant. Oui. Le dirigeant doit insuffler, je le dis, chers amis dirigeants, insuffler une politique on ne peut plus faire la politique de l'autruche. Il faut insuffler une politique où le collaborateur se sent exister, se sent qu'il peut parler, il peut proposer, il peut faire certaines choses dans le but de l'entreprise, dans le but de la productivité, de la performance, de la cohésion et l'esprit d'équipe. Il ne faut pas oublier une chose, chers amis dirigeants, managers, collaborateurs, c'est que l'entreprise est plus grande que tout le monde, même le dirigeant. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu sacré, non, mais que l'entreprise, elle est prioritaire par rapport à l'ego des collaborateurs et l'ego des dirigeants. Et c'est comme ça qu'une entreprise, elle prospère. C'est une entité. C'est là. Pour la famille, rapidement, si tu veux que les choses changent autour de toi, on représente le changement. À toi, et je me permets de faire une préconisation, parce qu'on a un souci de temps, d'arriver à la famille, chez toi, et de leur dire, je vous propose, par exemple, je donne un exemple, tous les 15 jours, chacun exprime ses besoins. Si vous ne voulez pas, moi, je vais exprimer les miens. Je trouve que ça m'énerve. Mais, je le dis d'une façon un peu sévère, utilisez le processus que j'ai énuméré, une méthode douce, diplomatique, pour aller de l'avant. N'oubliez pas une chose, tout le monde et moi-même, le plus important, c'est l'atteinte des objectifs. Ce n'est pas la manière. C'est comment atteindre l'objectif de la manière la plus douce. Très bien. D'accord, merci pour ta réponse. Avec grand plaisir. Merci à vous. Faiza, vous avez la main. Il faut juste activer votre micro. Vous avez la possibilité de le faire. Alors, on prend d'autres questions. Il y a beaucoup de personnes sur Zoom, Facebook qui demandent de définir l'émotion. C'est quoi l'émotion exactement? Ils veulent une définition de l'émotion. Il y a quelqu'un d'autre qui demande, on veut bien comprendre la communication non violente. Il voudrait que vous creusiez encore plus.
Donc, la diffusion de l'émotion et la communication non violente. L'émotion, c'est une expérience psychophysiologique, comme j'ai commencé, donc psychophysiologique, qui est provoquée par une réaction biochimique. Je peux provoquer des émotions anabordiques ou environnementales ou par l'extérieur. D'accord? Et je dirais même, parce qu'il y a un ami analyste transactionnel, qu'il y a des transactions émotionnelles. C'est l'émotion qu'on ressent nous-mêmes, qu'on se donne à nous-mêmes, l'émotion qu'on donne aux autres et que les autres nous donnent. L'émotion, elle est toujours de courte durée. Toujours. Elle ne dure que quelques secondes. Quand est-ce que ça devient quelque chose qui persiste? Ça devient un sentiment. D'ailleurs, on appelle ça sentimental. Sentimental, c'est-à-dire un ressenti qui est mentalisé. Hein? On commence, l'émotion qu'on ressent monte sur le cerveau. Le cerveau, l'ouest est en train d'opérer. Ça remonte dans l'émotion et ça fait une espèce de yo-yo comme ça. Et c'est le début de l'insomnie, de la fatigue. Je mange du sucre, je fume des cigarettes, je fais n'importe quoi. Tout ça, parce que voilà, ça c'est l'émotion. L'émotion, c'est ce que c'est une émotion. Une émotion, elle a été faite, pourquoi elle a été faite? Pour être un peu plus précis, c'est pour gérer certaines choses que le cerveau ne pourrait pas gérer. C'est ce qui nous a permis de survivre pendant des siècles. Pendant des siècles. L'émotion, c'est trop d'informations pour le cerveau. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand je vais, entendre un bruit, je vais me protéger spontanément avant même de réfléchir. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Donc, quand, par exemple, je vais traverser la rue et je vais entendre un « je vais reculer, je vais avoir une émotion. Est-ce que j'ai le temps de penser là? Non. Absolument pas. Mon émotion, elle m'a sauvé la vie. Donc, on voit bien que là, l'émotion n'est pas mauvaise. Hein? Ce que disent les autres et mes collègues, l'émotion est un garde du corps. Quand j'ai le stress, par exemple, je vais passer le bac ou une soutenance. Tiens, j'ai passé une soutenance il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas dormir et pas trop dormir et je ne vais pas être fatigué parce que je suis stressé. C'est un bon stress. C'est ce stress qui va me faire réviser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons besoin. L'émotion, elle est néfaste. Elle devient. C'est quand il y a des émotions limitantes et des émotions ressources. Quand ça devient limitant, c'est là où il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire, ça m'empêche, d'atteindre des résultats. Ça m'empêche d'être vraiment moi-même. Ça m'empêche d'avoir une pensée critique. Ça m'empêche de libérer ma lumière et d'utiliser tout mon potentiel. À ce moment-là, ça devient une émotion limitante et c'est là où je dois travailler là-dessus. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Ben, je pense, c'est clair et net. Alors, une autre question de Ali. Quel lien existe-t-il entre l'intelligence émotionnelle et la conduite de changement? Ben, c'est une belle question. Ouais. C'est une très, très belle question. C'est que l'émotion est le signal d'alerte qui va nous conduire au changement. Étant donné que l'émotion, elle va nous donner, vous savez, quand on a mal, c'est une douleur, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les émotions limitantes, désagréables, c'est exactement la même chose. Qu'il y a une chose qu'il faut modifier. Et à partir du moment où cette émotion vient nous revisiter plusieurs fois, comme le facteur de Bosta, on ne veut pas voir le courrier. Je l'ai dit, l'évitement. J'invite les personnes qui m'ont demandé la définition de l'émotion à regarder le début quand ce sera sur Facebook parce que je l'ai défini pendant quelques temps l'émotion et je n'ai pas envie de reproduire les mêmes choses, d'accord, et de dire les mêmes paroles. C'est que on évite l'émotion, on est dans le déni de l'émotion, on est dans l'exagération de l'émotion. Donc l'émotion quand on la ressent, hein, même si on est dans le déni, même si on veut l'éviter, ça revient toujours à la charge. Ça revient toujours à la charge. Jusqu'à, vous savez, c'est la réponse de l'univers à l'homme. C'est la réponse de l'univers à l'homme. Tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je mange mal,
je vais ressentir une émotion. Si je ne fais pas de sport, je vais ressentir telle émotion. Si ça ne va pas dans mon couple, je vais ressentir telles émotions. Donc, il va falloir que je règle certaines choses. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Très bien, je pense que c'est parfait, c'est Hassan. Alors, une autre question, parfois on a des problèmes au travail avec les collègues et quand on rejoint notre domicile, on explose pour la moindre des choses car on n'a pas réagi tout de suite et on n'a pas mis les points sur les i dès le début et on n'a pas réglé nos problèmes sur le champ avant de rejoindre notre famille. Et ça a des effets désagréables. Je pense que c'est un cas qui est assez fréquent. Oui, c'est une question. Je ne vous ai pas coupé, Madame Souad. Non, non, pas du tout. C'était en fait justement comment y remédier. J'imagine la question, en fait, c'est ça. Très bien, excellente question. Et les excellentes questions, sans prétention, engendrent les excellentes réponses. Clair. Écoutez bien parce que ça résume tout. Et partagez ce qu'on est en train de dire pour que les gens aient un maximum d'informations. Partagez sur Facebook, partagez. Je n'ai aucune intention si ce n'est participer à la solidarité collective, comme le fait Madame Souad, comme le fait Monsieur Destref, comme le fait Monsieur Alaoui, et comme le fait Souad Snegbi, je n'ai pas dit ton nom de famille. Merci beaucoup. Juste pour préciser, qu'on est pratiquement 300 personnes à te suivre là, entre Facebook et Zoom. Donc, Alhamdoulilah. Si tu peux partager, je te dis pas. Partagez, parce que ce que je vais dire là, c'est de la plus haute importance. C'est plus grand que moi. Alors, la question a la réponse. La question et l'observation de Madame a la réponse. C'est le processus du comportement d'échec et de réactivité. C'est-à-dire le comportement vers le bas et pas le comportement vers le haut. Ce comportement vers le bas qu'on appelle la réactivité en Gestalt thérapie, il commence par la fuite. La fuite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Madame dans l'entreprise? Il y a un événement, Madame n'en a pas parlé. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, j'en ai pas parlé. Je prends un exemple. Prenons un exemple d'IL. Allez, je vais prendre un exemple d'entreprise. Il y a un collaborateur qui m'a demandé de m'occuper de ce dossier. Il me demande de m'occuper. Ce n'est pas à moi de le faire. J'ai du mal à dire non, j'accepte. Ou alors je me dis, tiens, je ressens quelque chose. Écoutez bien. Je ressens que j'ai envie de dire, je suis désolé, mais j'ai trop de dossiers à traiter. Mais je me dis, mais Miskin, lui aussi, il a beaucoup de dossiers à traiter. Hein? Lui aussi, Miskin, il a beaucoup de dossiers à traiter. Donc, vous savez ce que je fais là? Je me suradapte. La suradaptabilité. La suradaptabilité, c'est le problème du monde entier. C'est-à-dire que mon corps me donne un signal d'alerte comme quoi je dois dire quelque chose ou ma canne lâche. Parce que le contexte ne me le permet pas, ou alors que mon cerveau, il va me dire non, fais-le quand même. Et c'est là le début des problèmes. Parce que je vais passer de la fuite de l'émotion, je ne vais pas exprimer ce que je ressens, à la suradaptabilité, je vais trouver des stimuli mentaux qui vont me dire « Oh, c'est pas grave, j'aime bien. » Je vais vous donner un exemple que j'adore, qu'un pote coach dit à chaque fois. Donc, je n'ai pas réinventé le parapluie. Par exemple, je suis à la maison, je prépare, j'ai un comex hyper important pour demain. Il y a ma femme qui vient me voir et qui me dit « Il y a mes copines qui passent ce soir à 21h à la maison. » Moi, je sais que j'en ai pour toute la nuit. Ça ne te dérange pas? Je ressens émotionnellement quelque chose. Bam! Mais il y a ma tête qui va dire « Hassan, ça fait longtemps que ta femme, elle n'a pas vu ses copines. Ça fait longtemps qu'elle s'occupe des enfants. Ça fait longtemps qu'elle travaille. Donne-lui un petit peu de temps. Dis-la khatra. » Ça sonne comment, ça, Madame Souad, quand je pense comme ça? Excellent. Excellent. Je vais vous dire quelque chose, c'est là le plus grand problème. Quand je ne suis pas à l'écoute de mon besoin fondamental,
et que je dis c'est là le début des problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que madame, elle va venir avec ses copines à 21h. Elle va commencer à rigoler, à faire du bruit, et elles vont dîner, elles vont tout ça et tout, pendant que moi je suis dans mon bureau, mais j'entends, j'ai besoin de me concentrer. Et en plus, il y a les copines qui vont me dire, Hassan, ça fait longtemps, on ne t'a pas vu. Viens, Ajimana, viens. Tu ne vas pas faire le radical, viens boire un thé avec nous quand même. Deuxième fois, je me suis adapté. Mais j'ai un comex hyper important demain. Mais ce n'est pas grave. À 23h30, elle m'a dit qu'elles allaient partir à 23h30. Radim Chouf Halachom et moi, je terminerai le travail. Il est 23h30. Je commence à regarder la montre. Les filles ne sont pas prêtes à partir. C'est là le pic de la soirée. Et Kiki, et ça rigole, et tout ça. Là, mon corps, il commence à s'agiter. Mon corps, il commence à s'agiter. Parce que le corps, il est honnête. Ensuite, il va être violent. Soit où là, je vais commencer à montrer que, voilà, il faut qu'elle parte. Ou soit je vais l'inhiber. Mais vous savez ce qui se passe? Je suis en train de... La cocotte minute, elle chauffe. Et je suis en train de faire monter la pression. Et il se peut que dans la même soirée, je pète un câble. Et si ce n'est pas dans la même soirée, je pète un câble à la réunion. Et si ce n'est pas à la réunion, c'est le soir, quand ma femme elle va me dire juste un petit truc, un petit détail insignifiant. Elle va juste me dire, range ce bas dielk, et là, je vais péter un câble. Et toi, t'es correct. Pourquoi? Parce que je n'ai pas exprimé le balbutiement, ce que mon corps m'a dit. Et il aurait suffi juste que je dise, Habiba, j'ai un comex important. Si tu veux aller les voir, va les voir. Mais j'ai besoin de calme ce soir et demain, fais ce que tu veux. Ça l'aurait peut-être un petit peu blessé, mais elle aurait compris. Par contre, quand on pète un câble le lendemain, c'est là où on passe pour un fou. Donc cet exemple, pourquoi je le dis? C'est que quand vous avalez des couleuvres, faites comme Doha, et vous ne dites rien, dites-vous juste quelque chose. Ça va ressortir, et d'une façon, et je plaisante quand je dis ça, psychiatrique. Psychiatrique. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, il y a quelqu'un qui a klaxonné, je lui ai dit, c'est simple. Je lui ai expliqué le processus. Qu'est-ce qui s'est passé ou l'avant-hier chez toi qui a fait que tu as gardé quelque chose en toi et ça a explosé à un moment où... Et elle a dit, c'est exactement ça. Elle avait un problème avec son patron qu'il n'avait pas laissé sortir à l'heure et elle devait voir son enfant dans un concert de je ne sais quoi. Du coup, pour faire plaisir à son patron, elle a appelé son mari pour dire « amène-le-toi au concert parce que je vais rester bloqué, on a une urgence ». Elle a culpabilisé, elle n'a rien dit. Le lendemain, elle a fait la dexide. Très bien. Voilà. Dites la vérité et sans blesser l'autre. Dites que vous avez besoin. En fait, quand vous exprimez vos besoins, ça se passe bien. Faites ou swab. Le mot adaf le Maghreb, il est excellent. Swab. Ouais. Viens à 22. Hein? L'hypocrisie sociale. Ah, swab. Hein, tu fais un petit la swab. Swab, c'est-à-dire je peux venir chez toi à 22h alors que tu as envie de dormir. Oh, swab. Non. Notre religion, notre tradition nous demande d'être sincère. Il a joué à Jama à 22h. On peut dire Smahliya, je suis désolé, mais je vais dormir. Parce que quand on le reçoit et qu'on se suradapte, vous savez ce qui se passe? Ça se voit sur nous. On est agité, on dort, on rigole pas. Hein? On a envie qu'il parte, ça se voit. La même personne, vous avez fait un effort pour la recevoir, Radit Mchi, et dire j'ai été reçu comme le dernier des concierges, je ne sais quoi, hadak, hadak. On ne m'a même pas déposé, alors que toi, tu as fait un effort pour recevoir cette personne. Donc la prochaine fois, je vous demande d'être sincère avec vous-même.
Très bien. Alors justement, il y a quelqu'un, Soumia, qui a réagi à chaud, qui a dit le bon exemple, la suradaptabilité. Elle appelle ça la suradaptabilité. Je n'ai pas su l'accepter à mon retour il y a 2 ans au Maroc, quand on m'a dit qu'il faut s'adapter au système et la mentalité. Je suis désolée, mais je n'ai pas su. Donc, c'est une réaction. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui enchaîne en disant, et quand ça n'explose pas et qu'on refoule, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, c'est le comportement d'échec total. C'est-à-dire qu'on est inhibé. Hein? Ça, c'est une étude qui a été faite avec les gens dans les camps de concentration. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les jeunes dans les camps de concentration. Rat, chat, scout, mange. Et après, tu meurs. Ouais. Ces personnes n'arrivaient plus à exprimer leurs émotions. Elles vont plus, déjà plus de désir, consommation de sucre, insomnie. Là, on est au 2e degré de stress. Quand on va au 3e degré de stress, on est dans une position de vie où on est en pilotage automatique. Je ne veux même pas faire maladie, exactement. Je ne voulais pas le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps, il est tellement bien fait, qu'aura dit Tfarga. D'ailleurs, quand quelqu'un tombe malade, on dit, tu vois, il a gardé, il a stocké, c'est normal, ça ne nous étonne pas. La cause des cancers aujourd'hui, je tiens à le dire, des infarctus, de la consommation de sucre, de tabac, d'alcool, de drogue, c'est un comportement d'échec, tout ça. C'est lié à quoi? C'est lié aux gens, les makigou, mais qui ne s'expriment pas. Et on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer. Donc, il y a tout ça. Burn-out, là, exactement. Tout ça, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est tout cela. On a vu des patrons aussi, des grands patrons, burn-out. Des grands lions. Tout à fait. Devenir comme des moutons. Parce que c'est chaud. Voilà. On a vu des collaborateurs, c'est pareil. On a vu des managers, c'est la même chose. Donc, voilà pourquoi je parle des ateliers de vidage de sac à dos. Voilà pourquoi je parle d'être accompagné. Voilà pourquoi je dis d'insuffler les valeurs, la culture d'entreprise, que l'entreprise soit un lieu de bien-être. De bien-être. Vous savez, moi j'ai quitté l'Angleterre avant d'arriver au Maroc. En Angleterre, on en était aux salles de sport, dans l'entreprise, au yoga le matin, 1 fois par semaine, avec quelques collaborateurs. Pourquoi ils font ça, à votre avis? Parce qu'ils sont généreux? Non. Non. Pourquoi, Madame Souad? Parce que ça augmente la productivité, c'est clair. La performance. Tu l'as très bien dit. Tu l'as très bien dit, Silhassan, quand le bien-être au travail engendre la performance et la productivité. C'est pareil à la maison. Il est le madame, elle se sent bien. Les enfants, ils vont être heureux. Il est monsieur, il se sent bien. Les enfants, ils vont être heureux. Madame va être heureuse. Tout le monde est heureux. C'est pareil dans l'entreprise. C'est exactement la même chose. On est marié quelque part avec nos collaborateurs. Ou même et on passe plus de temps avec eux qu'avec... Moi, je passe plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma femme. Personnellement. Donc, c'est à un moment donné, il faut faire le choix de se dire comment on va établir les échanges. Comment va être l'ambiance? J'écoute la prochaine question. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai Zineb, la pauvre, en parlant de partenaire justement, Silhassan. Elle dit merci beaucoup pour ce webinaire. Je veux savoir, s'il vous plaît, comment utiliser l'intelligence émotionnelle avec un partenaire qui se met en colère très vite. C'est la communication non violente. On va le prendre, pas dans l'entreprise, mais chiffre sharika, en dehors de l'entreprise. L'entreprise est un endroit où on crée et on fait de l'argent. Moi, je dis la vérité. Je ne vais pas vous mentir. C'est clair. On crée et on fait de l'argent. Et si on peut évoluer sur le plan personnel, fatabarakallah. Et si on peut créer des liens solides, fatabarakallah. Il y a 2 choses fondamentales, c'est on crée, on fait du fric.
je prends la personne en dehors de l'entreprise, نمشي واحد الكافي quand l'occasion nous le permettra, évidemment, parce qu'on ne peut pas aller dans un café. Si on peut boire des cafés, on peut aller même en dehors et dire, voilà, communication non violente, j'ai donné le processus, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà mes besoins. J'ai besoin que tu descendes d'un étage et je te demande de communiquer avec moi avec une manière un peu plus douce. Parce que ce n'est pas une ambiance adéquate. Et là, on fait, quel est l'objectif? C'est de faire prendre conscience aux collaborateurs qu'il est en train de mettre une ambiance un peu pourrie. Et que les conditions de travail ne sont pas optimales. Donc, dans ce sens-là, on règle. Je vais vous dire quelque chose. N'attendez pas que le problème se règle. Régler le problème. Très important. Parce que plus ça persiste et plus ça rend malade. Vous l'avez très bien dit. Et puis, il y a plein de gens qui ont réagi en disant la vésicule biliaire, la tension. Oui. C'est vrai. Oui. Alors, j'ai une question par rapport à donc Soumia qui demande comment détecter une émotion limitante. Voilà. Comment détecter et plus encore de la rendre positive. Il y a la suite de la question. C'est une très belle question. C'est une très, très belle question. Parce qu'il y a un processus là-dedans. Je ne dis pas que les autres questions sont en moindre. Hein. Pas du tout. C'est juste une belle question qui va être bénéfique pour nous tous. Une émission limitante, c'est quand, de toute façon, on le ressent. C'est quand c'est néfaste. Par exemple, une personne qui se met en colère au travail, ça ne fait du bien à personne. Ni à la personne qui crie, ni à la personne qui l'écoute. Donc, on voit bien, à partir du moment où ça porte préjudice à soi et aux autres, c'est une émotion limitante. À partir du moment où ça nous empêche de libérer nos potentialités, c'est une émotion limitante. Si moi j'ai une émotion, par exemple, moi qui suis un spécialiste de la prise de parole en public et des médias aussi, si par exemple je ressens le trac, c'est une bonne chose. Avant de préparer j'avais le trac. C'est normal, ça fait 20 ans que je me présente devant un public, devant des caméras, devant 2000 personnes, devant 50 personnes, devant un webinar. Bien sûr que j'ai le trac parce que j'ai le sens de la responsabilité. Mais si ce trac m'empêche de penser et de parler, ça devient le trac qui me donne la pêche, Anaya. Ça m'excite. C'est comme ça que j'ai traduit cette émotion limitante en une émotion ressource, pour répondre à ta question. Mais si ça m'empêche de parler, de penser et de montrer mon savoir-faire, mon savoir-être, là, ça devient une émotion limitante. Et là, je dois travailler là-dessus. J'espère que ça répond. Pour répondre à la deuxième question, je l'ai fait, mais je stabilo boss. Comment je traduis une émotion limitante en émotion ressource? Le trac, par exemple, je l'ai traduit en excitation. Je ne dis plus j'ai peur, je dis je suis excité. Ça vient avec un travail, évidemment. Ça ne vient pas qu'avec des mots. Mais voilà, juste pour donner un petit exemple synthétique. Très bien. Merci beaucoup, Silhassan. Une question très précise de Fatima qui demande comment vaincre ou dépasser la susceptibilité. Ça demande… déjà, il faut voir cette émotion, qu'est-ce qu'elle décèle, quel est le message de cette émotion. C'est de se dire je suis susceptible, je dis en fait, c'est une question, c'est même pas une émotion, c'est une question aussi de confiance en soi. C'est une question de confiance en soi. Pourquoi? Parce que je suis suspendu au jugement d'autrui. Les autres m'atteignent. C'est-à-dire ou alors le comportement des autres va m'atteindre, ou alors je suis dans l'attente de quelque chose. Il y a un rapport avec l'estime de soi et avec la confiance en soi. C'est-à-dire il y a un travail, et là évidemment il y a un travail à faire. Je ne peux pas répondre en une phrase. Il y a un travail pour regagner l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, pour ne plus être suspendu au jugement d'autrui, pour ne plus que l'autre nous affecte. C'est qu'on est convaincu de sa propre vérité. On est convaincu de notre personnalité. On s'accepte. Ça ne veut pas dire je suis big, je suis grand. Ça veut dire je m'accepte.
avec mes qualités et mes défauts. Et j'accepte que l'autre soit, c'est aussi ça la confiance en soi, que l'autre soit différent de moi et se comporte, que je ne sois pas dans l'attente que quelqu'un se comporte d'une telle façon ou me dise les choses selon mes convenances. C'est aussi ça, c'est accepter le monde tel qu'il est. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, l'empathie, c'est quelque chose de très important dans l'intelligence émotionnelle. Et pour développer l'empathie, là, par contre, j'ai une solution miracle, c'est le théâtre. Faites du théâtre. Oui, justement. Il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui posait la question, le parallélisme entre le théâtre et l'émotion, l'intelligence émotionnelle, donc, par rapport à ce que vous disiez tout au début. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que moi, moi, c'est le développement personnel qui a révélé mon objectif, c'est-à-dire faire du théâtre, être acteur. Je suis toujours acteur aujourd'hui, je tourne partout dans le monde. Vous n'avez qu'à vérifier sur Internet celles et ceux qui s'intéressent. Et je suis professeur de théâtre aussi. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Donc, le développement personnel m'a amené à faire du théâtre. Et le théâtre m'a amené à continuer les études de développement personnel. Pourquoi? Parce que la première fois que je vais aller sur le plateau, j'étais susceptible, comme dirait madame. J'avais peur, je ne maîtrisais ni mon corps, ni mes émotions, ni mon phrasé. J'avais un accent à couper au couteau. Donc, il a fallu que je travaille pour regagner confiance en moi, que je travaille sur moi. Le théâtre, c'était le faire. Le développement personnel, c'était la théorie. C'est pour ça que j'ai créé une méthodologie qui mixe les deux. Le savoir-être avec le savoir-faire. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier que le théâtre est un outil de développement personnel en soi. Je suis aussi coach que acteur et professeur de théâtre. Je ne suis pas l'un ou l'autre. Je suis les deux, voire plus. Et vraiment, ce mélange des deux, des genres, ces 3000 ans, avant, la question du bien-être, elle n'était pas à Harvard. Elle était chez les philosophes et les poètes et les acteurs. Donc, je suis l'héritier de toutes ces traditions. Très bien, excellent. Alors, j'ai une question sur Zoom de Mokhtar Slimani qui demande comment peut-on rendre l'intelligence émotionnelle comme facteur qui aide à réduire le stress et augmente les compétences de leadership. Et ça rejoint un peu la question de Zineb Mourad qui dit comment arriver à gérer son stress au travail. Je sais que c'est large comme question, mais elle est en relation avec les émotions aussi. Le facteur, déjà, les études le prouvent. On se rend compte, en fait, il n'y a qu'à regarder le spectacle aujourd'hui. Il n'y a pas besoin tout ce qu'on vient de dire et d'énumérer depuis le début démontre avec beaucoup de sérénité l'importance de cultiver, renforcer, développer l'intelligence émotionnelle. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On voit bien que les collaborateurs sont sujets à des émotions incontrôlables et que les relations ne sont pas saines, que la performance n'est pas à son tip-top. Et que les entreprises qui ont... Vous avez vu, c'est comme les équipes de foot. Quand elles sont solidaires, elles gagnent. Ouais. Elles gagnent, tout simplement. Et cette solidarité, ça passe par de l'empathie. Ça passe par de l'émotion. L'émotion, si on l'écoute, elle nous donne des solutions à mettre en place pour faire en sorte que le travail, que l'objectif de l'entreprise, que les objectifs opérationnels soient dans les rails afin d'obtenir les meilleurs résultats dans le temps. Ça, c'est une certitude. L'intelligence, on ne va pas démontrer là tout de suite et maintenant que l'intelligence émotionnelle est un facteur pour la performance et la productivité. Je veux dire, ça, on ne va pas le faire. Par contre, le mettre en place, l'appliquer, là, c'est autre chose. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Oui, je pense que c'est le Hassan. Alors, j'ai une autre question. Comment une personne super... Mustafa qui demande comment une personne super émotive peut-elle gérer son trop plein d'émotions qui finit par un blocage? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le travail thérapeutique qu'il faut faire, parce que quand il y a l'émotion, c'est le monde de l'enfant. Ça vient de l'enfance. Il y a des choses de l'enfance qu'il faut régler. Et ça, ce n'est pas du domaine du coaching. Mais nous avons des notions de thérapie. Nous sommes dans la thérapie brève quand même. Donc, nous, qu'est-ce qu'on nous enseigne en tant que coach quand quelqu'un a des problématiques de la sorte? C'est de la mettre en action
Mais aussi, ce n'est pas en opposition de faire un travail thérapeutique. Le thérapeute, qu'est-ce que c'est? C'est le l'yom au passé. Le coach, c'est aujourd'hui et les objectifs et le futur. Donc, c'est de faire ce voyage dans le temps pour voir quels sont les moments, les rendez-vous dans lesquels il y a eu des blessures, des cicatrices émotionnelles et voir ce qui s'est passé. C'est très important. Quand on est très susceptible, quand on a des traumatismes de l'enfance, il faut soigner ça avec un travail thérapeutique. Ça aussi, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est être à l'écoute. Ces blessures, elles sont en train de dire qu'il y a une action à faire. Moi, cette personne vient me voir, je vais déceler le message, et 9 fois sur 10, le message, qu'est-ce que ça va être? Il faut qu'on fasse un travail thérapeutique. Il faut qu'on règle ce problème-là parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Donc, être à l'écoute de son émotion et agir. Très clair. Alors, une autre question sur Zoom. Comment l'intelligence émotionnelle peut-elle nous aider dans un contexte défavorable en milieu de travail? La question, elle a la réponse. Elle va favoriser justement le contexte. Et comment le faire? Je le dis depuis tout à l'heure. Communication non violente, vidage de sac à dos, esprit d'équipe, cohésion, team building. Amener des coachs. Les coachs, ils sont là pour voir ce qui se passe. C'est le miroir du dirigeant, le miroir de l'entreprise. Il y a les consultants, il y a tout cela. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. Allez taper sur Internet. Vous allez voir que les personnes qui travaillent avec des coachs, les entreprises qui travaillent avec des coachs ont un retour sur investissement colossal. Colossal par rapport à la productivité. Et toutes les personnes, juste demandez aux entreprises qui engagent des coachs dignes de leur nom, pas des coachs charlatans ou qui ont été diplômés au bout de 3 mois ou 6 mois de formation. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de vrais coachs d'entreprise. Ils vont vous dire tout de suite la différence est juste stratosphérique. Stratosphérique. Il y a une grande différence, une très, très grande différence. Oui, c'est clair, les entreprises qui l'ont compris, elles n'hésitent pas à faire accompagner leurs managers, leurs équipes. C'est incontestable. On peut benchmarker par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est clair. Les Américains, les Allemands, ils n'ont pas réussi comme ça. L'accompagnement est très, très important au milieu professionnel et même au milieu personnel. Bien Alors, sûr. j'ai une autre question de Hossein sur Facebook qui demande ne pas répondre à des émotions négatives par des émotions négatives. Est-ce une force ou une faiblesse? Premièrement, il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions limitantes et des émotions ressources. L'émotion, vous avez vu dans quel siècle on a grandi, ce n'est pas de la faute de la personne qui le dit, c'est de la faute de ce que nos modèles d'autorité nous ont transmis. Ça veut dire que déjà, il y a une croyance comme quoi tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Nous avons le droit d'être triste. Nous avons le droit d'être en colère. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est pour ça que nous sommes déréglés émotionnellement. C'est parce qu'on a divorcé avec l'émotion. On a peur de nos émotions. Alors, la question pour en revenir, c'est-à-dire que l'émotion n'est pas négative. Elle est là pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ça vient de toi, soit ça vient de l'extérieur. Et il faut régler cette chose. Si c'est de la colère, c'est qu'on a enfreint certaines limites. Si c'est de la tristesse, c'est qu'il y a la personne qui a été atteinte. Si c'est de la joie, ça veut dire qu'il y a une personne qui nous a fait du bien. L'émotion, elle est là pour dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à modifier. Donc, il faut passer à l'action. D'ailleurs, je n'ai pas donné l'étymologie du mot, mais regardez comme, subhanallah, c'est formidable. L'émotion vient du mot motere, ça veut dire se mouvoir, et le préfixe est, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une incitation à l'action. L'émotion est une incitation à l'action. Et ça répond à une question que je viens de dire là. Comment faire pour ne pas qu'un problème devienne une difficulté? On passe à l'action. L'émotion, c'est de l'action. Et si on reste spectateur de ça, elle ne va faire que s'amplifier et nous jouer des tours et revenir et encore et encore et encore et encore. Voilà.
Très bien, merci Célestine. Alors, Lily qui demande, un DRH est censé être à quel niveau d'intelligence émotionnelle? Là, déjà, il y a je ne sais pas. Je ne sais pas si un DRH doit avoir une intelligence émotionnelle. Ce que je sais, c'est que... Elle demande des conseils, en fait. Elle dit quel conseil. Je pense qu'un DRH a le devoir, pour moi, tout comme le coach, d'être dans un apprentissage constant de la dynamique en entreprise, des relations, de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence émotionnelle, rationnelle, de l'environnement du domaine que ce DRH exerce, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas qu'au DRH, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde a ce devoir. Donc, c'est pour ça que j'avais presque pas envie de répondre à ça. C'est-à-dire que tout le monde a le devoir d'être dans cette dynamique-là. Parce qu'il y a une chose avec laquelle on peut être tous d'accord, c'est que le seul organe qui évolue jusqu'à la mort, c'est le cerveau. Mais les émotions ont aussi leur cerveau, puisqu'il y a l'amygdale. Hein, c'est l'amygdale. On a le cerveau émotionnel. Donc tout cela, on peut le faire évoluer, avec les relations évidemment. Donc on a commencé avec ça, avec devenir la question qui me turlupine, qui me tarabuste depuis que j'ai 6 ans, depuis que mon grand-père est mort, comment devenir la meilleure version de soi-même. Ben, c'est tous les jours. C'est ce qu'a dit mon grand-père. Fais en sorte qu'aujourd'hui soit meilleur que la veille et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est qu'on soit DRH ou qu'on soit un gardien dans un immeuble. Peu importe. Comment faire pour être meilleur aujourd'hui et demain? Vous savez, on a un laps de temps qui est court. On a le temps physique. Hein, le temps physique, c'est notre temps que c'est des Rabbix Bolina, qui a un début, qui a un milieu, qui a certainement une fin. Je ne suis pas fataliste, je suis réaliste. Et dans ce temps qui nous est imparti, j'ai envie de nous inviter à le vivre. Et vous ne savez pas la fierté que j'ai à faire un webinar avec des gens, des Marocains, peut-être des gens qui sont d'autres nationalités, mais marocains, avec une structure marocaine, avec des Marocains qui se posent des questions. Mais je suis fier de ça. Et j'ai envie de nous dire, je parle aux Marocains et aux autres qui nous écoutent, je suis franco-marocain, donc n'allez pas dire que je suis un patriote marocain. Oui, je suis un patriote marocain, sahraoui, ouash sahara mghribiya. Je suis fier de l'être. D'accord? Et j'ai envie de nous dire que dans ce laps de temps qui nous est imparti, et dans cette période particulière que nous traversons, j'ai envie de dire, il faut qu'on la vive tous, coach, DRH, peu importe ce qu'on fait, avec beaucoup de conscience. Avec beaucoup de conscience. Voilà. Oui, tout à fait. Franchement, vous avez résumé une situation très, très claire. C'est très profond ce que vous dites là. Je pense que, Souad, ce que j'ai remarqué, parce que ça fait 5 ans que je suis au Maroc, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre et j'ai vécu en France. Ce que je constate avec le regard, pas راني جيت américain ou la جيت من الانجليز وانا كنشوف المغرب, non. Mes ancêtres se sont battus pour ce pays. Je constate qu'on donne la responsabilité aux autres, mais qu'on n'assume pas nos propres responsabilités. Et ce que je veux dire, min samim qalbi, c'est où est notre responsabilité individuelle. Finalement. Où est notre honneur? Ou finalement, avec l'islam d'Yen. Finalement. C'est bon. Finalement, dit salam alaykoum. Vous savez ce que ça veut dire, salam alaykoum? Parce que souvent, quand je l'entends, vous savez, je suis acteur aussi et je suis coach, donc je regarde plus les émotions que les mots. D'ailleurs, les mots, si vous pensez que vous allez arranger les choses avec les mots, permettez-moi de vous dire que les mots, c'est 7% de la compréhension du langue. 7%. C'est pas bien. Les mots, c'est rien.
Et j'entends à longueur de journée « Salam alaikum, salam alaikum ». Quand il y en a qui disent bonjour, il y en a qui disent carrément bonjour. Ouais, j'ai pas de problème. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire quand même, parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Un petit peu. Je suis une fois en Thaïlande, après un burn-out d'ailleurs. Trop d'études, Je vais en Thaïlande. Je suis le café, où il y une serveuse de loin, venir avec un plateau, avec un grand sourire. On a une Farasi, vas-y, viens avec ton sourire, tu veux un pourboire. Ah, je viens un pourboire direct, mais chez Mouchki. Et plus elle s'approche, plus je vois un sourire sincère. Sincère. Ma'amri, j'ai vu cette sincérité de ma vie. Où il y a dans un autre langage. Assalamu alaykum. J'ai senti la paix me pénétrer de là jusqu'à mes pieds. Elle m'a dit Sawadikap. Sawadikap. Le sinac. Dites qu'elle qui. Burnout, évidemment. Vous savez ce que c'est. Donc vous voyez bien que nous avons divorcé avec les émotions, mais aussi avec l'émotion qui accompagne les mots. Je nous invite, Allah yarhamnikum al-walidin, un peu plus de classe, comme dirait Hassan Tani, un peu plus de classe dans le comportement, un peu plus de classe avec nos voisins, un peu plus de classe avec nos collaborateurs, avec les managers, parce que, comme disent les Anglais, at the end of the day, في الآخرة راه فاش غنموتوا ils vont dire موت رجل ولا موت امرأة هذا مكان. Et la seule chose qui va nous déterminer, tout ça, alors on le connaît en théorie, ce sont nos actions. Mais les Grecs, ils l'ont compris depuis très longtemps. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que par leurs actions et par leur comportement, ils vont devenir éternels. Par l'action et le comportement. Donc, soyons, mes compatriotes marocaines et marocains, dignes et comportons-nous avec classe, avec royauté, parce que même si on ne l'est pas, eh ben dans le comportement, on sera royaux. Je vous écoute. C'est une excellent, parce que vraiment, ce problème d'éducation, effectivement, vraiment, il se pose de manière accrue de plus en plus. Et finalement, on se dit, vous avez tout à fait raison. Il y a quelqu'un qui a réagi tout à l'heure en disant que dans nos religions, dans nos traditions, on a plein de choses justement qui nous exhortent à un bon comportement avec autrui. Et qui dit bon comportement, dit c'est une forme d'intelligence émotionnelle, c'est savoir se comporter avec la personne. C'est la meilleure, c'est la meilleure intelligence émotionnelle, j'imagine. Et donc, effectivement, c'est dommage que c'est des choses qui se perdent. Vous savez, ce genre de webinaire permet de sensibiliser et les prises de conscience et de prendre conscience des choses, de petits gestes simples. Vous venez de nous expliquer le salam alaikum, c'est quelque chose qui ouvre les portes finalement. Ouais. Si on travaille tous, si on pense tous ça avant d'aller travailler, ça paraît cucu comme ça, hein, dans le monde cruel, comme diraient certains, de l'entreprise. Mais vous savez, moi j'ai vu des diplomates ennemis, se serrer la main et négocier, et travailler main dans la main. Allez, on est dans une entreprise, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et c'est une question. Ce n'est même pas un jugement de valeur. Pourquoi on a du mal entre nous? Pourquoi nous avons du mal à collaborer entre nous, à nous faire confiance? Pourquoi on n'a pas confiance en nous? Pourquoi quand quelqu'un est brillant, on lui met des bâtons dans les roues? On ne donne pas l'information, on a peur de perdre notre poste. Pourquoi? Alors que dans d'autres pays, quand quelqu'un brille, tout le monde va se mettre à côté de lui. Parce qu'ils savent qu'aura dit... Tu vois, c'est fou, hein? Oui, tout à fait exactement. C'est juste... C'est une position perceptuelle. C'est une position perceptuelle. Alors, à mon avis, c'est de là-haut, il doit nous regarder avec un sourire.
et doit se dire que nous, êtres humains, nous sommes bien comiques. Ouais. Parce que c'est un joli théâtre. Très bien. Et c'est quelqu'un qui a régi, j'aime beaucoup, qui dit Din al-Mu'amala. Ah, mais évidemment, le kholoq, c'est quelque chose. Vous savez, on va chercher, comme je le disais à M. Alaoui la dernière fois, que je salue au passage, on va chercher la connaissance ailleurs. Je me suis rendu compte que j'ai fait un long détour pour trouver un raccourci. J'ai dit, mais ils ont tout piqué de là. Tout à fait. Ils ont tout volé d'ici. Tout à fait. Ils ont tout piqué. Exactement. On retrouve tout. Pour les gens qui ont fait du quotidien, on retrouve tout ça. Jalal Din Rumi est la personne la plus étudiée aux États-Unis. Ici, هنا في المغرب, j'ai entendu parler de Jalal Din Rumi, يقول لك ما كنعرفوش. Ouais. شكون هذا؟ ماشي مغني، ماشي كبيري. يقول لك روم ما والدرب ساكن هنا. Donc dans ce sens, donc vous voyez bien que pour revenir, c'est que nous sommes responsables de nos réussites et nous sommes responsables de nos échecs. Donc je vais finir là-dessus puisque je prendrai une dernière question et je finirai sur le plan personnel. Je nous invite à nous écouter plus, à écouter nos émotions, à avoir confiance en nous, en nos capacités, en la capacité, si on n'en a pas, d'apprendre, en la capacité de croire à Sidi Rabbi, les fouq minna ou le qbar qudamna. Et pendant cette verticalité, d'El Sidi Rabbi, et l'endroit certain dans lequel on veut aller, de marcher d'un pas tranquille et confiant. Et tu me chauds à l'aise. Ça demande de la classe, du comportement, de l'empathie. Je ne dis pas soyons communistes ou là, non. De temps en temps, juste de temps en temps. Un petit peu de l'empathie, de voir ce qui se passe et de nous aider les uns les autres. Si on a une connaissance, de la partager. Si on a de l'argent, de temps en temps, donner à ceux qui ont besoin. Si on a dans le comportement quelque chose à apprendre, on le partage avec les autres. Il a un type, voilà. Et ça va nous revenir. Parce qu'on le sait que l'univers, il fonctionne comme ça. On donne et on reçoit. Même la vie, on nous l'a donnée. On est propriétaire de rien. Donc, dans ce cas-là, avoir c'est génial. Pendant que nous sommes en train de parler, là, en ce moment, et de vivre un moment ensemble, à l'instant T, qui est magnifique. On ne sait pas si demain on pourra le faire encore. Eh bien, rien que ça vaut le coup de dire Alhamdoulilah. Tout à fait. Gratitude. Rien que ça. On est là, on est en bonne santé, on est en train de parler, on est en train de penser sur les choses, comment on peut faire pour améliorer notre vie individuelle, professionnelle. Ici au Maroc, moi je trouve que, sincèrement, quand je finirai, je ressentirai une grande gratitude. C'est le plus grand salaire pour moi. Je ressentirai une grande gratitude d'avoir cet échange, de voir tous ces mots. Barakallahu fikum. Merci d'être ici. Merci de me permettre de mettre une chemise, moi qui étais en pyjama toute la semaine, confiné chez moi. Merci pour les retours positifs. Ce qu'il est témoin. Tout est à prendre. Madame Souad, merci du fond du cœur pour la chaleur que je sens, ce regard bienveillant et pour la pertinence et l'accompagnement. Merci à M. Driss Dref pour sa gentlemanie, M. Alaoui pour sa bienveillance aussi et son côté chevaleresque. Et je remercie le club des dirigeants marocains qui fait en sorte aujourd'hui qu'on se pose les bonnes questions afin qu'on trouve les mêmes réponses. Je vous écoute, Madame Souad. Et on vous remercie énormément. Vous avez vu un peu l'explosion, ça explose sur Facebook et sur Zoom par rapport à la gratitude qui est exprimée à ces mots que vous avez prononcés, à ces, ces recommandations que vous nous avez faites, qui nous interpellent, qui nous parlent, qui nous permettront de nous faire avancer et de régler beaucoup de problèmes, tant
au niveau de la société, entre nous en tant qu'individus et entre nous en tant qu'entreprise. Je vous remercierai jamais assez, Hassan, parce que franchement, on a passé un moment de pur coaching. Vraiment, c'est le coaching du cœur. Ça vient du cœur. On sent l'authenticité de la personne et on sent que ça vient des tripes. Et parce que ça vient des tripes, vraiment, ça nous atteint au plus profond de nous-mêmes. Je pense que c'est la réaction de tout le monde parce que je vois encore des explosions de merci et tout un peu partout. On vous remercie énormément. On part avec beaucoup de boîtes, des boîtes à outils, aussi bien pour nous en tant que personnes que pour nous en tant que dirigeants d'entreprise. Le club des dirigeants vous remercie. Je vous remercie au nom du club des dirigeants. Je remercie tous les participants qui ont participé avec nous, toutes les questions qui ont été posées. Et j'espère qu'on aura l'occasion encore de vous voir et de revoir et de vous revoir parce qu'on a besoin de ce genre de webinaire. C'est Hassan qui va booster notre prise de conscience et qui va booster nos comportements et la communication entre les individus et au sein de l'entreprise. Merci encore une fois. Et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ahsan khitam. Merci. Bonne soirée.